Pensez aux inventions les plus importantes et influentes que l'humanité ait jamais développées. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Pour certains, il pourrait s'agir de l'invention de l'imprimerie par Johannes Gutenberg au milieu du XVe siècle. L'impression plus rapide des livres a entraîné une prolifération d'idées et de nouvelles écoles de pensée qui résonnent encore aujourd'hui. Par exemple, la Bible n'était auparavant disponible principalement qu'en latin et nécessitait un prêtre instruit pour traduire et interpréter le texte. L'impression massive de la Bible dans des langues lisibles par une plus grande partie de la population est l'une des choses qui ont conduit à la réforme protestante. Ou, si vous préférez, une invention plus fondamentale, un élément de base sur lequel repose à peu près tout ce que l'humanité a accompli. Alors évidemment, l'invention de la roue a été un moment déterminant dans l'histoire humaine. Nous ne savons pas qui a inventé la roue en premier, et en particulier, qui a réussi à prendre le concept de la roue de base et à la fixer de manière stable à une surface plane comme une charrette. Mais celui qui l'a fait a révolutionné à jamais l'agriculture et le commerce. Mais quoi que vous en pensiez, ce n'était probablement pas le moteur à réaction. Enfin, en fait, c'était probablement le cas puisque vous avez cliqué sur cet épisode, n'est-ce pas? Donc vous avez vu le titre. Mais à part ça, écoutez, même si vous limitez les inventions à un contexte plus moderne, le moteur à réaction n'est pas la première chose qui vient à l'esprit. Internet a été une innovation sans précédent dans l'histoire de l'humanité, connectant le monde bien plus que ce que nous pensions possible, tandis que les avancées médicales comme les vaccins ont sauvé des milliards de vies. Même aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé estime que 2 à 3 millions de vies sont sauvées chaque année grâce à la vaccination. Pourtant, le moteur à réaction a fait bien plus pour l'humanité que simplement permettre d'accélérer commodément les transports. Le moteur et son inventeur, Frank Whittle, sont des héros méconnus, non seulement de l'aviation moderne, mais de l'invention humaine en général. Alors, regardons cela, d'accord? La jeunesse de Frank Whittle. Frank Whittle, né en 1907, de parents britanniques à Coventry, ne semblait pas forcément destiné à inventer l'un des dispositifs les plus importants de son époque. Mais il avait tout de même certains avantages par rapport à un écolier moyen. Le père de Frank avait grandi dans la pauvreté et avait quitté l'école à l'âge de 11 ans pour travailler dans une filature de coton du Lancashire. Mais il est finalement devenu un ingénieur mécanicien qualifié et propriétaire d'une entreprise d'ingénierie. Le fait d'être présent pour aider son père et apprendre le métier a donné au jeune Frank une expérience pratique essentielle en ingénierie et en mécanique dès son plus jeune âge. En tant qu'élève, ses professeurs le considéraient comme plutôt paresseux, mais ils ignoraient ses fréquentes séances d'auto-apprentissage à la bibliothèque locale, où sa passion pour l'aviation est née. Fabriquant des modèles réduits d'avions comme passe-temps, le jeune Frank Whittle rêvait de rejoindre un jour la RAF, la Royal Air Force. Dès qu'il en eut l'âge, Frank posa sa candidature pour devenir apprenti, mais il fut refusé en raison de sa petite taille. Seulement 3 mois plus tard, après un entraînement physique intensif et une poussée de croissance naturelle, Frank avait gagné 8 cm en taille et pris un poids considérable. Pourtant, il fut de nouveau refusé par la Royal Air Force. Soupçonnant que son précédent refus avait poussé les recruteurs à négliger sa candidature actuelle, Frank décida de postuler une fois de plus, mais cette fois en enjolivant la vérité, et en faisant comme s'il s'agissait de sa première candidature. Cela fonctionna, et il fut rapidement recruté dans la RAF. À l'âge de 16 ans, en 1923, Frank Whittle se présenta pour servir en tant que nouveau membre de la Royal Air Force. En 1926, Frank avait fait ses preuves aux yeux de ses supérieurs et avait obtenu une place de cadet afin de pouvoir s'entraîner pour devenir pilote et officier. Malgré sa réputation de casse-cou, ayant survécu de justesse à une panne de moteur et détruit un avion en percutant un arbre partant de brouillard, Frank commença également le travail qui le mènerait à sa célèbre invention, rédigeant une thèse dans laquelle il soutenait que les avions à grande vitesse et à longue portée ne seraient réalisables que s'ils volaient à haute altitude, là où la résistance de l'air serait naturellement bien plus faible. Seulement 2 ans plus tard, le jeune cadet deviendrait officiellement Pilot Officer, affecté pour une période complète de service. Les dernières remarques qu'un instructeur avait inscrites dans son carnet de vol étaient a tendance à jouer pour la galerie et vole trop bas. Sans se laisser décourager, le nouveau pilote rejoindrait l'école centrale de pilotage, obtenant sa qualification d'instructeur une fois sa période de service terminée. Mais Frank n'avait pas oublié la thèse qu'il avait rédigée en tant que cadet. Première tentative. Maintenant, Whittle comprit qu'au lieu d'utiliser une hélice pour produire un jet propulsif, on pouvait utiliser une turbine. L'idée attira l'attention du ministère de l'Air, qui vit le potentiel de la théorie naissante de Frank. Alors ils lui demandèrent de présenter ses idées au ministère. Bien que Frank soit venu bien préparé avec des plans et des calculs, sa conception d'un nouveau type d'appareil volant fut rejetée pour une raison étonnamment simple. La technologie pour la construire, elle n'existait pas. En expliquant la décision, le ministère de l'Air déclara que, puisque sa conception était une forme de turbine à gaz, elle était considérée comme irréalisable, car il n'existait alors aucun matériau capable de résister à la combinaison de haute température et de fortes contraintes qui seraient nécessaires. Pourtant, ce n'est pas parce que quelque chose n'existe pas encore que cela n'existera jamais. À peu près à la même époque, alors que le ministère de l'Air rejetait les plans de Whittle, ils avaient financé un projet au laboratoire sous la direction du docteur A. Griffiths pour développer une turbine capable d'entraîner une hélice. Donc, même si la technologie n'existait pas encore pour valider les théories de Frank, il semblait que le ministère de l'Air croyait que les innovations nécessaires seraient réalisées rapidement. En attendant, Frank s'est tourné vers ce qu'il pouvait accomplir par lui-même.
L'un de ses instructeurs à l'école de pilotage l'a aidé à déposer un brevet, qui a été enregistré le 16 janvier 1930, et qui a ensuite été révélé au monde dans l'édition 1932 du Bureau des brevets. Malheureusement, Frank a été contraint de laisser le brevet expirer en 1934 parce qu'il n'a pas pu payer les frais pour le maintenir. Cela a essentiellement rendu son travail public, et sa large diffusion par l'intermédiaire du Bureau des brevets a permis à d'autres esprits ambitieux de découvrir la conception novatrice de Frank. Avec ou sans le brevet, cependant, l'Allemagne commençait également à développer sa propre technologie de moteur à réaction. Le concept émergent du turboréacteur s'est ajouté au mode de propulsion aérienne en cours de développement que les pays étudiaient déjà, notamment la fusée, le pulsoréacteur, le turbopropulseur, le turboréacteur à soufflante carénée et le statoréacteur. Même si ces recherches étaient au point mort, cependant, Frank restait occupé en tant qu'instructeur de vol et pilote d'essai. Certaines de ses tâches consistaient à envoyer délibérément des avions réformés dans l'océan et à tester de nouveaux développements de catapultes pour les hydravions, un travail plutôt risqué pour quelqu'un qui n'a jamais appris à nager. Comme on pouvait s'y attendre d'un officier de carrière, Whittle s'est inscrit à un cours de spécialisation, le cours d'ingénierie des officiers à la RAF Enlow, où il a excellé, terminant le cursus de 2 ans en 18 mois et obtenant un score impressionnant de 98% à ses examens. Cela a poussé la RAF à l'envoyer poursuivre ses études à Cambridge, le Harvard du Royaume-Uni. Qui a écrit ça ? Harvard, c'est le Cambridge de l'Amérique. Là-bas, il a de nouveau accéléré un cursus de 3 ans en seulement 2 ans et obtenu un First, ce qui correspond au Royaume-Uni à un A. Je pense que le A en Amérique ce serait, c'est ça, un A ? Peu importe. Mon côté britannique ressort. Mais réussir brillamment ses études n'était pas la chose la plus excitante qui soit arrivée à Frank pendant cette période. En mai 1935, Frank allait recevoir une lettre qui raviverait ses ambitions d'inventeur. Un ami proche et camarade cadet de Cranwell, Rolf Dudley Williams, a écrit à Frank pour lui proposer de lever des fonds de développement pour son projet grâce à des capitaux privés. Le duo s'est associé à un autre ami, James Collingwood Burdett Tyndall, et a obtenu le soutien d'une société de banquiers d'investissement appelée Otis Falcon Partners afin de fonder PowerJets Limited, l'entreprise qui finirait par inventer le moteur à réaction en mars 1936. L'invention du moteur à réaction. Alors que le rêve de Frank Whittle d'améliorer de façon spectaculaire la technologie de propulsion aéronautique semblait, au sens figuré, décoller, les débuts de l'exploitation de PowerJets étaient loin d'être faciles. En tant qu'officier en service dans la Royal Air Force, la participation de Frank dans l'entreprise ainsi que le temps qu'il pouvait y consacrer était très limité. 25% de ses parts dans PowerJets étaient réservées à la couronne. Et bien qu'il ait été autorisé à servir en tant qu'ingénieur en chef honoraire, il n'était autorisé à travailler que pendant ses heures de repos. Et même alors, seulement 6 heures par semaine. En tant qu'architecte de tout le concept d'un moteur à turbine fonctionnel, la capacité limitée de Frank à participer à la production et à la conception de sa propre invention a sérieusement freiné les progrès. Il y avait également de graves problèmes techniques. Par exemple, leur conception nécessitait un compresseur capable de déplacer 10 fois plus d'air sous une pression 2 fois supérieure à celle des compresseurs de suralimentation modernes de l'époque. Leur chambre de combustion exigeait une intensité de combustion bien supérieure à celle produite par n'importe quelle chaudière des années 1920. Et il faudrait que ce soit relativement compact et doté d'une puissance suffisante pour entraîner le compresseur. Comme la technologie était encore en développement, cela signifiait aussi qu'il manquait de prestataires expérimentés capables de travailler sur le projet. Peu importe son génie, Frank Whittle et son équipe ne pouvaient pas produire à eux seuls un moteur à réaction révolutionnaire entièrement à partir de zéro. Donc, dès le début du processus, PowerJets a passé une commande auprès de la British Thomson Houston Company pour fournir les plans de conception dont PowerJets aurait besoin pour construire leur moteur, ainsi que pour trouver des sites d'essai appropriés pour ce développement. BTH avait été choisi parce que l'entreprise avait de l'expérience dans la fourniture de turbines et de compresseurs industriels, mais même cette expérience s'est révélée largement insuffisante pour la tâche. Whittle a été contraint de rejeter leur première conception et de fournir la sienne. BTH finirait également par expulser PowerJet des installations qu'ils utilisaient et les relocaliser dans une usine abandonnée. Tous ces problèmes se sont enchaînés alors que la conception révolutionnaire du moteur à réaction de Frank Whittle entrait dans un véritable enfer de développement. Bien qu'ils aient réussi à construire des moteurs fonctionnant plus ou moins, chaque prototype révélait un nouveau problème aérodynamique à résoudre, généralement lié à une faille dans la conception. Frank Whittle est intervenu à plusieurs reprises pour corriger le travail de conception de BTH et la frustration de voir un simple étudiant de 3e cycle avoir une vision de la conception plus avancée que des experts de l'industrie avec des années d'expérience a détérioré leur relation. La santé déclinante de Frank Whittle n'a rien arrangé. Cette période de progrès lent et de revers a eu un impact sévère sur Whittle qui, à cette époque, s'est mis à fumer 3 paquets de cigarettes par jour et a souffert d'une longue liste de problèmes de santé, notamment des maux de tête, des troubles digestifs, de l'insomnie, de l'anxiété, de l'eczéma et des palpitations cardiaques. Pour tenir le rythme de ses journées de travail de 16 heures, Frank prenait de la benzédrine pendant la journée, plus des somnifères ou d'autres tranquillisants, pour se forcer à dormir la nuit. C'est incroyable. On disait qu'il avait développé un tempérament explosif à cette époque et qu'il était devenu généralement irritable aussi. Et cette irritabilité n'avait rien d'étonnant, car au cours des 2 premières années d'existence de PowerJets, elle était constamment menacée de dissolution, soit par manque de financement, soit par un ministère de l'Air frustré par le manque de progrès. Cependant,
ils avaient juste assez de financement, de détermination et d'ingéniosité pour bricoler un modèle fonctionnel avant que tout ne soit arrêté. Le 30 juin 1939, PowerJets a pu effectuer un essai de son dernier moteur, devant le directeur de la recherche scientifique du ministère de l'Air. L'avion a volé pendant 20 minutes, à 94% de la vitesse prévue. Ce qui a finalement convaincu le directeur que le projet de Whittle valait la peine. En mars de l'année suivante, le maréchal de l'air Arthur William Tedder a désigné l'invention de Frank comme un atout potentiel pour gagner la guerre, et a apporté au projet le soutien que ce titre méritait. Étant donné que la Seconde Guerre mondiale avait éclaté moins d'1 an auparavant, ce titre a pris une importance accrue. En raison du manque de confiance que le gouvernement britannique avait manifesté envers le projet au premier stade de son développement, l'Allemagne avait en réalité réussi à dépasser la Grande-Bretagne dans le développement des avions en réaction. Mais grâce à la preuve de concept réussie de Whittle, la nation insulaire a commencé à rattraper son adversaire de guerre. À peine un mois après cet essai concluant, le ministère de l'Air avait passé des contrats pour la production de 3000 moteurs en 1942. Reconnu pour ses services, Whittle fut promu au grade de commandant d'escadre, et le personnel de PowerJets a presque triplé, passant de 25 à 70 à l'automne 1940. Effort de guerre. Ainsi, une course contre la montre a commencé, non seulement pour corriger les défauts de leur conception de moteur, mais aussi pour dépasser la machine de guerre allemande, qui s'efforçait également de terminer des innovations révolutionnaires, comme bien sûr le moteur à réaction. En parlant du lourd fardeau qui leur a été imposé, Frank Whittle a dit ceci dans une lettre de 1941, et je cite « La responsabilité qui pèse sur mes épaules est vraiment très lourde. Nous sommes confrontés à deux alternatives. Soit nous mettons une arme puissante entre les mains de la Royal Air Force, soit, si nous n'obtenons pas nos résultats à temps, nous aurons peut-être suscité de faux espoirs, et provoqué des actions qui pourraient priver la Royal Air Force de centaines d'avions dont elle a cruellement besoin. » Malgré la pression qu'il subissait, cependant, PowerJets a commencé à obtenir des résultats concrets. Les avions propulsés par le moteur que Frank avait conçu et perfectionné atteignaient désormais des vitesses de 370 miles à l'heure, à une altitude de 25 000 pieds, surpassant les chasseurs Supermarine Spitfire, qui étaient alors engagés au combat. Non satisfait de cela, Whittle a continué à améliorer la conception du moteur, cherchant cette fois à augmenter son efficacité à des vitesses plus basses. Whittle a décrit sa conception ainsi, je cite « Je voulais réduire la vitesse du jet, c'est-à-dire convertir un jet de faible masse et de grande vitesse en un jet de grande masse à un jet de faible vitesse. La manière évidente de le faire était d'utiliser une turbine supplémentaire pour extraire de l'énergie du jet et d'utiliser cette énergie pour entraîner un compresseur basse pression ou une soufflante capable d'aspirer beaucoup plus d'air que le moteur à réaction lui-même et de propulser cet air supplémentaire vers l'arrière sous forme de jet froid. Le système complet est connu sous le nom de turboréacteur à double flux. Au fur et à mesure que la guerre s'éternisait, l'importance de développer des technologies militaires est devenue évidente au vu du sang versé par la Grande-Bretagne pour défendre sa patrie et ses alliés contre les puissances de l'Axe. Pour soutenir davantage l'effort de guerre, Whittle proposa à Stafford Cripps, ministre de la production aéronautique, que toute la production et le développement des moteurs à réaction soient nationalisés. Ce serait un tournant naturel pour l'industrie car, bien que de nombreuses entreprises travaillant sur le développement aéronautique soient nominalement privées, elles travaillaient en étroite collaboration avec l'armée britannique. Les projets prometteurs recevant un soutien financier et d'autres formes d'aide. Bien qu'il soit difficile de démêler l'enchevêtrement des prêts, des contrats, des coûts et des revenus, l'avantage de la nationalisation comme solution était qu'elle empêcherait quiconque d'y perdre et garantirait que tout le monde s'en sorte légèrement gagnant. Bien que cela se fasse au prix de limiter le potentiel de gain des principaux acteurs. Whittle lui-même faisait partie de ce dernier groupe, mais il était prêt à céder ses parts de PowerJets pour contribuer à l'effort de guerre et s'assurer qu'aucun de ses collègues de l'industrie ne peine à rentrer dans ses frais. Cripps avait en fait envisagé quelque chose de similaire à la proposition de Whittle, et il fut finalement décidé que PowerJets, seul, serait nationalisé par le gouvernement britannique. Leur offre initiale était d'acheter l'entreprise pour 100 000 livres, une offre que Frank jugea insuffisante. Il fut à contre-cœur persuadé d'accepter la proposition légèrement supérieure de 5 000 livres. Ses partenaires, Williams et Tingling, recevraient 800 livres pour leur part dans l'entreprise. Whittle, ayant renoncé à sa part dans l'entreprise, ne recevrait que 10 000 livres, pour avoir fondé, dirigé et été la principale force intellectuelle derrière une entreprise qui allait transformer l'aviation à jamais. À jamais. 10 000 livres, c'était beaucoup d'argent à l'époque, mais tout de même. Il a inventé le moteur à réaction. Rien de tout cela n'a amélioré la santé de Frank Whittle, qui a passé 6 mois à se remettre d'un épuisement nerveux. Sa deuxième dépression nerveuse depuis le début de la guerre. Cela a peut-être contribué à la décision de Whittle de démissionner de PowerJets en 1946. Pendant ce temps, PowerJets et l'industrie britannique dans son ensemble ont continué à améliorer le moteur à réaction et à aller déployer des avions basés sur la conception de Whittle lors de guerres futures, bien qu'il n'ait pas réussi à déployer un avion à réaction prêt au combat pendant la Seconde Guerre mondiale. Le manque de confiance du gouvernement britannique dans la conception de Whittle et le sous-financement qui a suivi, même lorsqu'ils ont finalement décidé de soutenir le projet, leur a coûté cher. L'Allemagne nazie a été la première à déployer des avions à réaction pour le combat à Laquin 1944, avec un Messerschmitt MU-262. Le Messerschmitt s'est avéré très efficace, abattant jusqu'à 542 avions alliés, voire plus, avant la fin de la guerre.
Heureusement pour les Alliés, l'Allemagne nazie était déjà en très mauvaise posture au moment du déploiement de l'appareil. Les bombardements sur les réserves de carburant faisaient que les avions n'avaient tout simplement pas assez de carburant pour des attaques fréquentes ou même pour l'entraînement. La machine de guerre allemande était également concentrée sur la production d'armements plus faciles à fabriquer. Étant donné que le Messerschmitt 262 était un tout nouveau type d'avion et souffrait encore de problèmes de fiabilité, très peu ont été produits dans les derniers jours de la guerre. Et ceux qui l'ont été n'ont pas changé de manière significative l'issue du conflit, qui fut bien sûr une défaite de l'Axe. Tu le savais. La vie après la guerre. Les premières années après la guerre furent productives pour Frank. En 1946, il fut nommé conseiller technique pour la conception et la production des moteurs auprès du contrôleur des approvisionnements, EAIR, ainsi que commandeur de la Légion du Mérite des États-Unis. Et à la mi-mai 1948, Frank reçut enfin une compensation financière pour le grand service qu'il avait rendu à la Grande-Bretagne. En inventant le moteur à réaction, il reçut une récompense de 100 000 livres de la Commission royale des récompenses aux inventeurs, suivie, seulement 2 mois plus tard, de sa nomination en tant que chevalier commandeur de l'Empire britannique. Pourtant, la santé mentale et physique de Whittle continua de le tourmenter. Lors d'une tournée de conférences à l'été 1948, Frank subit de nouveau une dépression nerveuse, ce qui le poussa finalement à prendre sa retraite de la Royal Air Force avec le grade de colonel. Après sa retraite, Frank écrivit une autobiographie intitulée « Jet, l'histoire d'un pionnier ». Mais il ne pouvait pas rester inactif à la retraite et il réintégra le monde du travail en 1953. Cette fois pour la société privée et géant du gaz Shell. Engagé comme spécialiste en ingénierie mécanique, Frank put continuer son travail sur le développement des moteurs à turbine, mais cette fois en l'appliquant au domaine du forage. Il développa un nouveau type de foreuse autonome qui fonctionnait grâce à une turbine alimentée par la boue lubrifiante pompée dans le puits pendant le forage. Maintenant, on fore normalement le pétrole en assemblant un système de tuyaux rigides et en alimentant la tête de coupe en faisant tourner le tuyau depuis la surface. Mais la conception de Whittle signifiait qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une connexion mécanique solide entre la foreuse et le bâti de tête. Cela permettait d'utiliser des tuyaux beaucoup plus légers. Bien plus tard dans sa vie, Frank Whittle ferait la connaissance de Hans von Ohain, l'inventeur du moteur à réaction pour les Allemands, dont les appareils avaient été les premiers à être engagés dans les missions de combat. Bien que Whittle ne l'aimait pas au début, supposant que von Ohain n'avait pu créer sa conception qu'après l'expiration du brevet initial de Whittle, il fut finalement convaincu que les deux avaient réellement développé le moteur à réaction simultanément et indépendamment. Les deux deviendraient amis et feraient même des tournées de conférences ensemble. Dans une conversation après la guerre, von Ohain a même admis que Frank avait été en avance sur lui dans le développement, seulement freiné par un manque de ressources. Et il a même supposé qu'un développement plus rapide de la technologie des moteurs à réaction par les Britanniques aurait peut-être pu empêcher la Seconde Guerre mondiale, le citant « Si on t'avait donné l'argent, tu aurais eu 6 ans d'avance sur nous ». Si Hitler ou Göring avaient entendu dire qu'il y avait un homme en Angleterre qui volait à 500 miles à l'heure dans un petit avion expérimental, et que cela était en cours de développement, il est probable que la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas eu lieu. Fin de citation. Frank Whittle est décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 89 ans, en 1996. Il a été sérieusement envisagé de l'inhumer à l'abbaye de Westminster, aux côtés d'autres sommités de l'invention et de la découverte, tels que Sir Isaac Newton et Charles Darwin. Mais cela n'a pas été possible. C'est donc un emplacement à l'église Saint-Michael de la RAF Cranwell qui a été choisi pour ses restes. Il y repose encore aujourd'hui. Bien plus qu'une machine de guerre, l'impact du moteur à réaction. Aujourd'hui, l'impact du moteur à réaction sur la société moderne ne peut vraiment pas être surestimé. Il va bien au-delà d'une simple amélioration de la vitesse de vol des avions. Cette vitesse et cette fiabilité ont créé des effets d'entraînement qui ont touché des industries et des domaines dans le monde entier. En fait, une thèse de doctorat de Liberty University le formule ainsi, je cite. Cette thèse pose la question de savoir à quel point l'introduction de la technologie des moteurs à réaction a été et reste importante pour l'industrie aéronautique, et sa place au sein des segments militaires et civils de la société. Un corollaire à cette question citée est l'idée que la technologie des moteurs à réaction a été pratiquement aussi cruciale pour la croissance et l'impact de l'aviation que l'introduction de l'avion lui-même. Il ne s'agit pas de dénigrer l'importance de tout moyen de vol ou de propulsion, mais de souligner que l'aviation n'en serait pas du tout là aujourd'hui sans le moteur à réaction et le niveau d'amélioration de ses performances comparé aux avions à hélice à moteur à piston. Fin de citation. Les avantages des vols commerciaux propulsés par des moteurs à réaction étaient significatifs et ont immédiatement commencé à être explorés alors que la Seconde Guerre mondiale venait de s'achever. La British Overseas Aircraft Corporation, prédécesseur de British Airways, a lancé un service de transport de passagers par avion à réaction, une première du genre, en 1952. Bien qu'elle ait effectué des vols ponctuels avant cela. Le de Havilland DH-106 Comet a volé de Londres à Johannesburg, avec des escales à Rome, Beyrouth, Khartoum, Tébé et Livingstone. Il voyageait à une vitesse de 480 miles par heure, un peu plus lentement que les vols commerciaux d'aujourd'hui, qui atteignent généralement des vitesses d'environ 600 miles par heure. Mais cela dépassait largement le Douglas DC-3, l'un des avions de transport de passagers à hélice les plus populaires de tous les temps, qui volait à 180 miles par heure. Le moteur à réaction n'offrait pas seulement de la vitesse, il offrait aussi du confort. Les jets vibraient moins et étaient moins bruyants, permettant aux passagers de voyager dans un confort relatif.
En fait, le moteur à réaction surpassait les avions à hélice et les moteurs à piston sur tous les plans imaginables. Vitesse, efficacité, confort, sécurité. Les moteurs à réaction dominent dans chaque catégorie à un tel point qu'il n'y a guère de débat. La question plus vaste est donc, qu'ont signifié ces améliorations pour l'industrie aéronautique et la société humaine dans son ensemble? Quelle a été l'importance historique de l'invention du moteur à réaction? Sur le plan militaire, l'introduction du moteur à réaction a clairement été révolutionnaire. Même si les avions à réaction remplissaient encore les mêmes types de missions de combat que leurs prédécesseurs, l'ampleur et l'échelle de ce qu'ils pouvaient accomplir avaient tellement augmenté que les époques d'avant et d'après le moteur à réaction étaient difficilement comparables. Pour illustrer cela, comparez deux avions bombardiers. Le B-29, un bombardier à hélice, pouvait transporter environ 20 000 livres de charge utile, tandis que le B-52, à réaction, pouvait en transporter près de 70 000 livres. Il allait 2 fois plus vite, tout en nécessitant un tiers de l'équipage, et avait une autonomie presque 2 fois supérieure à celle des B-29. Pas que l'autonomie compte vraiment, car avec l'avènement de la propulsion à réaction, il était désormais possible pour de grands avions ravitailleurs de voler aux côtés d'une flotte de jets, leur permettant de se ravitailler en plein vol et donnant à toute armée suffisamment grande la capacité de projeter sa présence, presque instantanément, partout dans le monde. Les armées du monde entier étaient d'accord pour dire que les choses avaient changé. En regardant les rapports budgétaires des dépenses militaires de différents pays, la part relative du budget de la défense consacrée à l'aviation a augmenté par rapport aux autres branches, ce qui témoigne de l'importance croissante de la technologie aérienne. Lorsque la branche aérienne de l'armée américaine est ajoutée à la part du financement de la marine, qui va également aux capacités aériennes, l'aviation représentait plus de la moitié des dépenses militaires d'au moins 1963 à 1990. Mais l'effet sur les opérations civiles et commerciales a peut-être été encore plus marqué. Le transport aérien civil, bien qu'il ait d'abord progressé lentement, car les moteurs à réaction ont mis du temps à remplacer complètement les avions à hélice, il a explosé une fois que cette nouvelle technologie a totalement supplanté l'ancienne. Et son utilisation n'a cessé d'augmenter jusqu'à aujourd'hui, où environ 4,5 milliards de personnes prennent l'avion chaque année. Cela représente environ la moitié de la population mondiale. Les innovations en matière de vitesse, de taille et de confort relatif du transport aérien ont entraîné une baisse massive et simultanée du prix des billets d'avion, même si cela ne semble pas être le cas ces derniers temps. Le fait que la plupart des familles de la classe moyenne puissent aujourd'hui voyager à l'international en avion est quelque chose qui aurait été presque inconcevable il y a 70 ans. Mais si des vacances plus variées et moins chères sont un avantage appréciable, le bénéfice économique de pouvoir transporter du personnel à un coût relativement bas ne peut tout simplement pas être sous-estimé. Au début des années 1970, près de la moitié des Américains avaient déjà pris l'avion, et la moitié de ces voyages étaient liés au travail. L'interconnexion créée par l'expansion du secteur aérien commercial a permis aux travailleurs d'entrer en relation dans tout le pays d'une manière qui n'avait jamais été possible auparavant. Cette toile de routes aériennes de plus en plus complexe, reliant toutes les régions du pays entre elles, a peut-être eu des conséquences inattendues. Le monde, dans son ensemble, s'est considérablement rétréci, contribuant à la tendance à la mondialisation que nous observons encore aujourd'hui. Bien sûr, la mondialisation a ses détracteurs, qui soulignent souvent que les ouvriers des pays riches sont laissés pour compte lorsque les entreprises délocalisent leurs usines pour profiter d'une main-d'œuvre bon marché dans les pays plus pauvres. Le resserrement du réseau des échanges commerciaux a également eu pour conséquence inattendue mais positive de rendre la guerre entre nations peu rentable. Avant la Seconde Guerre mondiale, les pays cherchaient en grande partie à être autosuffisants. En fait, l'idée de Lebensraum, ou d'espace vital pour le peuple allemand, était l'une des raisons fondamentales de la conquête rapide de l'Europe par l'Allemagne nazie. Cependant, après l'arrivée du moteur à réaction, les pays sont devenus beaucoup plus interdépendants les uns des autres. Attaquer un autre pays pouvait désormais signifier couper le commerce avec le pays qui achète tout votre blé, ou entraîner le gel de votre crédit bancaire. Des systèmes comme l'UE, les Nations Unies, l'OTAN ont encore consolidé cet état de fait et sont l'une des principales raisons pour lesquelles l'Europe n'a pas connu de grande guerre terrestre des années 1940 jusqu'à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et bien qu'il serait inexact de dire que le moteur à réaction a rendu possible le mouvement des droits civiques des années 1960, le transport aérien a certainement été un outil important utilisé par les militants. Martin Luther King Jr., par exemple, s'est envolé pour l'Inde en 1959 afin d'étudier la philosophie de la résistance non violente de Mahatma Gandhi, qui avait été si efficace pour chasser les Britanniques du sous-continent. Il n'est pas certain que King aurait entrepris ce long voyage si ses seules options avaient été de naviguer ou de prendre les avions à hélice, beaucoup plus lents, beaucoup plus dangereux et bien plus désagréables que les moteurs à réaction avaient remplacés. De plus, au plus fort des grandes manifestations contre la ségrégation et la discrimination raciale dans les absentes années 60, King traversait le pays dans tous les sens, s'adressant aux gens et les motivant à lutter contre le traitement injuste des Afro-Américains. Il voyageait principalement avec Eastern Airlines, une compagnie aérienne qui reliait de nombreuses villes du sud comme Atlanta, Birmingham, Memphis, Miami et la Nouvelle-Orléans. Toutes ces villes étaient des foyers d'organisation pour le mouvement. Encore une fois, les moteurs à réaction n'ont pas permis au mouvement des droits civiques d'exister, mais ils ont facilité une circulation plus rapide et plus libre des idées. En tout, bien que l'invention du moteur à réaction n'ait pas eu l'impact révolutionnaire évident de certaines des inventions dont nous avons parlé au début de cette vidéo, des innovations majeures comme la roue, l'imprimerie et Internet, le moteur à réaction a facilité de nombreux changements dans notre société actuelle.
Qu'il ait révolutionné le combat militaire et le transport aérien, ou favorisé la libre circulation des idées et des capitaux, le moteur à réaction a fait progresser le développement humain de manière discrète, sa contribution n'étant presque jamais reconnue directement. Il est juste de dire que nous devons à Frank Whittle l'invention la plus sous-estimée de tous les temps. Merci d'avoir regardé.